Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Marine. Salut Camille. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très très bien, je suis ravie d'être là pour toi. C'est super gentil pour le coup, c'est moi qui suis la plus stressée des deux, je pense. Parce que donc pour expliquer un petit peu à l'audience, donc Marine, ça va faire à peu près 1 an qu'on se connaît. Tu as été une des premières avec qui j'ai échangé en tant que copine podcast, j'ai envie de dire, parce que donc tu as un podcast voyage aussi dont tu vas nous expliquer. Et voilà, ça va faire 1 an qu'on s'entraide un petit peu, on se cheer up quand on a un petit coup de mou dans cette aventure du podcast. Et il y a quelques mois, tu as fêté les 1 an de ton podcast et tu m'avais proposé à l'époque que je t'interviewe pour que tu passes de l'autre côté du micro et expliquer un petit peu à tes auditeurs et auditrices ton parcours, pourquoi tu avais lancé ce podcast. Et je me rappelle à l'époque, on avait rigolé à la fin en disant tu verras toi quand tu passeras les 1 an du podcast, peut-être que tu te prêteras à l'exercice et tu as gentiment accepté qu'on fasse ce travail là aussi à mon tour, que je passe de l'autre côté du micro et nous voilà donc aujourd'hui. Donc encore merci d'avoir accepté. Est-ce que du coup, avant qu'on se lance, tu pourrais expliquer à l'audience que tu présentes ton podcast et qui es-tu ? Avec grand plaisir Camille, je suis ravie de me prêter à nouveau au jeu de l'interview, cette fois-ci pour toi, pour que tu nous racontes vraiment voilà, ton parcours. Donc moi je suis Marine et je suis la créatrice de Wanderlust, le podcast voyage aussi. On a cette passion en commune, toi et moi. Et c'est un podcast qui, d'interviews autour des parcours de vie et de voyage d'invités inspirants. Super. Et c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, même si on pourrait se dire oh là là, mais elle se voit pas en tant que concurrente, en fait non, parce qu'on aborde de façon différente la partie voyage. Et c'est vrai que de mon côté, il y a aussi tout cet aspect bien-être, les passions Mm. des invités aussi. Et voilà, je suis super contente qu'on puisse s'épauler dans cette grande aventure. C'est clair, c'est chouette. Du coup, Camille, on va commencer un petit peu cette interview. À mon tour, un peu de te poser des questions. Euh, Déjà, première chose que j'ai envie de savoir, c'est d'où te vient ce goût des voyages? Comment ça a commencé pour toi, ton premier voyage? Mais écoute, déjà, peut-être expliquer à l'audience que dans ma famille, on est très voyage. Hmm. Ça commence même de par mes grands-parents. En fait, mon grand-père paternel était marin et ma grand-mère infirmière. Donc déjà, tu vois, on avait le côté voyage et soins, bien-être qui était déjà assez présent. Et en fait, vu que mon grand-père était marin, avec sa famille, ils ont beaucoup voyagé. Donc avec mon père aussi quand il était tout petit. Mon père a vécu à Tahiti quand il était plus jeune, plusieurs années. Ils ont vécu à l'île de la Réunion. Ils ont vécu aussi en Afrique. Donc voilà, je pense que mon père aussi m'a transmis ce goût du voyage. Et du coup, mon premier voyage, j'avais 9 ans. C'est vrai qu'à l'époque, je mesurais pas la chance que j'avais, on va dire, d'aller aussi loin, aussi jeune. Donc on est parti aux États-Unis, en Californie. C'est là que j'ai découvert San Diego et si on m'avait dit ce qui allait se passer derrière avec San Diego par la suite, je pense que je l'aurais pas cru. Et on avait rendu visite aussi au correspondant de mon père quand il était plus jeune, parce que mon père a voyagé en Angleterre aussi quand il était plus jeune, enfin bref. Et c'est vrai que j'ai eu un de mes premiers amoureux, un Américain. Mes premiers mots en anglais, c'était I love you. Enfin voilà. Donc ouais, ça a commencé comme ça avec les États-Unis. Et en plus, pour la petite anecdote,
à l'époque, on avait plus souvent la chance de se faire upgrader quand les avions étaient complets. Donc, mon premier long courrier a été en business à 9 ans. J- Sympa. J'ai été mal habituée. Ouais, c'est clair. Après, il faut revenir un petit peu au basique. Exactement. Mais ce voyage-là, Camille, est-ce que c'était un voyage en termes plus de vacances ou c'est un voyage où tu es resté longtemps, etc. Alors, c'était il y a donc très longtemps, mais je me rappelle que c'était à la base pour le travail de mon père. Il avait Mhm. un congrès ou quelque chose comme ça. Et on avait profité pour coupler ça à des grandes vacances, parce que on était déjà partis en petites vacances dans ton cher Pays Basque. Mais on n'avait jamais fait trop de grandes vacances. Et c'est pour ça que c'était vraiment mon premier grand voyage où je me suis dit, ah ouais, j'aime bien essayer de parler anglais. Même si, voilà, à 9 ans, tu dis deux, trois phrases, quoi, même pas. Donc, Oui, donc c'était les États-Unis, ta première expérience, j'imagine, de ton regard d'enfant. Voilà, ça explosait un petit peu dans tous les sens en termes de sensations, d'émotions. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Et est-ce que derrière, il y a eu d'autres expériences qui s'en sont suivies aussi? bah, complètement, parce que déjà, moi, j'avais cette fascination. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 13 ans, donc 4 ans après, mon père a pris une année sabbatique et a travaillé aux États-Unis. Et c'était un super contrat parce que mon père a dit, bah, moi, je veux bien venir, mais dans ce cas-là, je viens avec ma famille. Et la société en question avait accepté. Et j'ai été dans une école franco-américaine. Donc à 13 ans, j'étais donc en quatrième. C'était une petite classe, on était 8 élèves. C'était que soit des Français ou des Américains qui avaient des parents binationaux, donc que des gens bilingues, voire trilingues. Et ça a vraiment été une année assez décisive, on va dire, pour la suite de mon parcours, parce que ben là, en plus, on est revenu à San Diego. Et donc ça faisait déjà, voilà, un certain attachement avec San Diego, ouais. Du coup, là, tu y as passé carrément un an, une vie un peu d'expatrié, une vie d'école. Enfin, vraiment, ça, c'était un niveau au-dessus en termes d'expérience. Là, tu as vécu un peu la vie américaine. Exactement. Et avec le recul, j'ai vraiment pris conscience de la chance que ça a été à l'époque. Même si, ben voilà, quand on a 13 ans, quand mes parents m'annoncent ça, sur le coup, tu te dis, ah ben oui, c'est le rêve américain. Quand j'étais petite, je me rappelle, parce qu'à 9 ans, tu te rappelles quand même assez bien je trouve, Mm. de ce que tu vis en voyage. Et oui, c'était alors, pas le rêve à l'américaine, parce que comme tu dis, c'est ce côté expatriation. Et vu que c'était une école franco-américaine, on était beaucoup avec des Français. Et je pense que, je sais pas si c'était vraiment une volonté de la part de mes parents, mais au moins ça nous permettait de garder un petit peu ce cocon tout en étant aux États-Unis. Et on a créé une vraie famille en fait avec toutes ces familles expatriées. On a même rencontré une famille qui était de Bordeaux aussi, à San Diego. Vraiment, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon adolescence, toute cette période-là avec ces gens-là, parce que oui, c'est les États-Unis, mais c'est aussi cette communauté française qu'on a découvert. Et communauté, comme je le disais, où c'est des enfants qui étaient hyper ouverts d'esprit, parce que je pense à une famille où le père était suisse, la mère était colombienne, donc les enfants étaient trilingues. Tous ces enfants avaient déjà beaucoup voyagé, étaient déjà beaucoup ouverts au monde, et moi, c'est là où je me suis dit, ok, tout ce qui est apprendre d'une autre culture, tout ce melting pot, ça me fascinait. C'était vraiment, vraiment très très chouette, quoi. C'est ça que tu en as retenu, justement. C'est ça que tu gardes, tu penses, et qui a un peu façonné ce goût pour l'ailleurs, les autres, les rencontres et le voyage en général, ouais. Complètement. À cette époque-là, de ton œil d'enfant, les États-Unis, même si, bon, tu avais une communauté un petit peu francophone, mais quand même, tu en gardes quoi aujourd'hui? Vraiment le cliché américain, c'est-à-dire dream big, enfin, il faut rêver grand, pas se mettre de barrières, tout est possible. Enfin, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Le mindset, quoi.
Ouais, vraiment le mindset où même si j'avais 13 14 ans, par exemple, je faisais du basketball. J'arrivais, je connaissais rien du tout, j'étais pas bonne, enfin, faut dire ce qui est, j'étais mauvaise en basket. Et pourtant, c'était non, mais il faut que tu continues à y croire, tu vas y arriver. Enfin, tu vois, ce côté vraiment, on te tire vers le haut et tout va bien se passer, c'est pas grave, on reste soudés. Et ça, c'est vrai que je l'ai rarement retrouvé ailleurs, ce côté. On vise le haut et on reste soudés tous ensemble. Après, il faut quand même préciser que c'était en Californie et en Californie, c'est quand même assez particulier. Des fois, je trouve que c'est presque un pays à part des Mm. États-Unis parce qu'il y avait aussi ce côté très chill. On habite au bord de la plage, parce que ça aussi, je l'ai pas précisé, mais on a eu la chance d'avoir des super conditions de vie. On- Grâce à la société pour laquelle mon père travaillait, on avait une super maison de location. On habitait à 200 mètres de la plage. Enfin, c'était vraiment le rêve à l'américaine. Mm. Tu sors, il y a les palmiers partout. Je voyais les surfeurs. Donc, il y avait vraiment ce côté, la Californie, très chill. Le surf partout. Bon, j'ai testé le surf qu'à la fin et c'était pas très concluant non plus. Mais oui, vraiment ce mindset à la cool et vraiment se dire aussi quand même, on vise haut, quoi. Et après cette année un petit peu hors du commun, assez magique, j'imagine, en famille, etc., il a fallu rentrer. Et tu es rentré où et comment ça s'est passé? Bah, du coup, comme c'était prévu seulement 1 an, on est rentré à Bordeaux. Et autant j'étais super contente de retrouver mes amis, je pense que j'avais pas saisi l'ampleur du retour. Ça a été très long, très compliqué, parce que je suis revenue, j'avais des étoiles plein les yeux et je racontais des choses à mes amis et ils pouvaient pas vraiment comprendre ce que j'avais vécu parce que c'est très transformateur et ce qui était sympa, c'est qu'en fait, une autre famille est rentrée 1 an après et donc on pouvait un peu se soutenir, on va dire, dans ce retour, mais des fois, je me sentais pas comprise. On parle beaucoup de l'expatriation et on vante beaucoup ses bienfaits, mais je trouve qu'on parle assez peu du retour qui est en général assez compliqué. Enfin, toi-même, tu sais. C'est ça, mais je l'ai pas vécu aussi jeune, donc du coup, tu es revenu là en France avec plein de beaux souvenirs et du coup, tu avais quand même été un petit peu autour de San Diego, tu avais eu la chance un peu de visiter aussi les États-Unis pour voir un peu ailleurs comment ça se passe. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, je suis restée 1 an là-bas, j'ai pu découvrir des millions de choses aux États-Unis, mais mine de rien, ça restait une année scolaire, donc et en plus à Noël, on est rentré en France pour revoir la famille, on aurait pu se dire, bah fuck it, et puis on reste à voyager aux États-Unis, mais non, on est rentré en France et on a quand même pu voyager pendant les vacances scolaires où on a fait bah, le Grand Ouest américain avec le Grand Canyon, Phoenix, Sedona. Antelope Canyon, Monument de Valley, Las Vegas. Et c'est vrai que quand à 13 ans tu vois tout ça, ça fait vraiment beaucoup d'un coup. Et c'est là en fait où j'avais l'impression, tu sais, un peu comme d'avoir des shots d'adrénaline de une semaine tu vois ça, quelques jours après tu vois ça, et puis ensuite tu vois ça. Et les autres familles voyageaient aussi énormément, donc je voyais les photos des uns, des autres, et surtout ce qu'on a fait avec ce Grand Ouest américain. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable. On a fait juste quelques États, une toute petite partie des États-Unis, et je me rendais déjà compte de la richesse de tout ce que je voyais. Donc je pense que ça m'a encore plus donné envie à cette époque-là de voir le reste du monde, parce que je me disais, Mm. si cette petite partie des États-Unis est déjà aussi diversifiée, qu'est-ce que ça va donner sur le reste du monde, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, des expériences comme ça, à des âges, effectivement, je pense que ça peut que ouvrir l'esprit et permettre d'être encore plus curieux sur ce qui se passe ailleurs. Du coup, c'est comment ailleurs alors? Toujours cette curiosité d'aller voir plus loin. Complètement. Donc, Camille, maintenant, là, on a parlé un petit peu de cette expérience folle. Comment ça s'est passé un petit peu la suite de ton parcours? Est-ce que les voyages ont continué à être aussi présents? Est-ce que tu as rebougé autre part avec le travail de ton père ou... Alors donc, par rapport à son travail, non, mais clairement, je suis rentrée en France et je crois que j'avais qu'une envie, c'était de repartir, clairement. Déjà, ce qu'on a pu faire, c'est quand les vacances approchaient, on essayait de retourner aux États-Unis pour voir nos amis qui, entre-temps, avaient bougé dans d'autres endroits aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment très chouette parce qu'à l'époque, du coup, on a pu
Donc ça, j'avais quoi, un peu avant mes 18 ans, je pense, autour par là. On a pu visiter New York, Philadelphie, Washington, vraiment plus ce côté-là des États-Unis, un peu le Texas avec Houston. Mais ça aussi, enfin, je pense qu'on va en reparler, mais si on m'avait dit la première fois où je suis allée à New York, t'inquiète, il va se repasser quelque chose avec New York, j'aurais dit non mais c'est pas c'est pas possible parce que oui, j'étais contente de voyager, c'était un peu le rêve américain, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Et dès qu'il y avait des opportunités en fait pour voyager, que ça soit en troisième quand je suis à ce fameux retour après l'expatriation, il y avait une petite classe découverte, ou je sais plus comment on appelle ça, petite colo de vacances en Irlande chez des correspondants pendant quelques jours. Bah, j'ai supplié mes parents pour y aller. Et après, il y a eu au lycée, où là j'étais dans une section américaine à nouveau, il y a ça à Bordeaux. Et donc ça me permettait, tu vois, de garder un petit peu quand même cet esprit américain, on va dire. Et il y a eu une possibilité de voyager à Singapour pendant un mois chez des correspondants Enfin voilà, on allait tout simplement chez eux et l'idée c'était qu'après ces correspondants viennent en France nous voir. Et à cette époque-là, j'avais commencé à apprendre le chinois et j'ai été à Singapour et là, c'était ma première fois en Asie et là, on m'a perdu en fait. C'était de la folie, vraiment de la pure folie. Ça a été, je pense, le premier gros coup de cœur, c'est les États-Unis, forcément, parce que c'était mes premiers voyages et c'est quand j'étais très jeune. Et l'Asie, ça a été un petit peu plus le deuxième amour, on va dire. Tu sais, quand ça y est, t'as tes premiers amours de jeunesse quand t'as 13, 14 ans, et puis après, les autres amoureux qui viennent quand t'as 18, 19, et Singapour, c'était vraiment ça. En plus, tu as vécu dans une famille, tu étais vraiment immergé dans une culture qui est quand même assez particulière. L'Asie, c'est encore plus dépaysant, je pense, même si Singapour, c'est une grosse ville. Qu'est-ce que tu as ressenti là en voyant cette nouvelle expérience, ce nouveau continent? Bah alors là, Singapour, c'était bien parce qu'en fait, c'est un tel melting pot Hmm. que j'ai l'impression que j'ai eu un petit peu un aperçu de... Alors, c'était il y a des années, hein. Je pense que Singapour a bien changé depuis, mais j'ai eu l'impression d'avoir un mini aperçu de toute l'Asie. Parce que à Singapour, tu as le quartier indien, tu as le quartier chinois, tu as le quartier un petit peu plus moderne. Et là aussi, ça m'a encore un peu ouvert la fenêtre de voilà ce que peut être l'Asie. Voilà toute la richesse de toutes ces différentes cultures. Et en plus, dans les familles singapouriennes dans lesquelles on était dispersés, moi je suis tombée dans une famille qui était quand même très chinoise. C'est-à-dire que la grand-mère était chinoise, ne parlait que chinois. Et ça a été assez confrontant quand même au début, ne serait-ce que par la barrière de la langue, parce que ça faisait même pas un an que je parlais chinois. Et je me rappelle certaines scènes où je suis toute seule dans l'appartement avec la grand-mère chinoise, et je suis là avec mon petit guide à chercher des mots. Et donc j'ai quand même pris compte que c'était aussi tout un autre monde, et en même temps, chaque jour, c'était de nouvelles découvertes, en apprendre plus sur la culture indienne, parce qu'il y avait certains correspondants qui avaient des familles plus indiennes, d'autres malaises, enfin de Malaisie, pardon. Et voilà, vraiment, cette richesse, ça m'a trop plu, tout Eh oui. simplement. Et après cette expérience-là, donc tu es retourné en France, mais il me semble que ton aventure californienne, elle n'était pas tout à fait terminée, non? C'est ça, parce que du coup, donc j'ai terminé le lycée donc avec cette option internationale bac. Après, c'était la licence, je suis partie pour faire une licence de langue. Et là, justement, après Singapour, je me suis dit, ok, le chinois, j'adore, c'est fait pour moi. T'as Et donc, continué. voilà, j'ai continué dans cette voie-là. Et en fait, dans le cadre de ma licence, un moment, j'apprends qu'il y a un programme d'échange scolaire, enfin scolaire, je sais pas si on peut dire scolaire, d'échange universitaire, pardon, Hmm. avec les universités de Californie. Et alors là, encore une fois, on m'avait perdu parce que quand j'ai une idée en tête, j'ai un petit peu du mal à la lâcher. Mais vraiment, pour moi, le but, c'était de retourner un peu à la maison, de retourner à San Diego. Et on n'était vraiment pas nombreux pour cet échange. Et quand j'ai appris que j'étais sélectionnée pour San Diego, c'était le Saint Graal de me dire je retourne à la maison, même si c'était que 6 mois. À chaque fois, en fait, ça va être un peu une récurrence sur les voyages à suivre. Toutes ces histoires de visa,
Ça rendait les choses compliquées, mais ça m'a pas pour autant freiné pour repartir. Et ce qui est drôle en plus, c'est qu'à cette époque-là, mon père a décidé de monter sa propre boîte en Californie. Donc on est repartis tous les trois en même temps. Et en même temps, pas complètement, parce que vu que eux aussi, pour les histoires de visa, ils faisaient beaucoup d'allers-retours San Diego-Bordeaux, moi par contre, je suis vraiment restée les 6 mois en Californie. Et donc, il y avait des moments où j'avais l'impression que j'étais voilà, l'étudiante américaine sans les parents la moitié du temps. Et en plus, c'était l'année de mes 21 ans. Et 21 ans aux On États-Unis, a bien c'est... profité. Voilà, c'est la Majeur. majorité. Donc, ouais, c'était vraiment très, très chouette ces 6 mois. Et puis là, c'était dans le cadre Californie. Et puis d'être dans cette université que j'avais vue tant de fois avant, plus jeune, ça me semblait un rêve réalisé, quoi. Du coup, les campus américains, c'est comme on se les imagine. Complètement. Ouais, franchement, je trouve que les séries américaines sont quand même assez fidèles à La tout ça. réalité. Hmm. Après, quelque chose que j'ai pas regretté, c'est de ne pas vivre le high school américain et d'être restée un peu dans ma bulle quand j'étais en quatrième. C'était juste avant le début du high school américain. Et en fait, le high school, j'ai eu des échos de mes amis qui, du coup, sont restés et eux ont fait le high school à l'américaine. Et ça, c'est quand même assez dur. Donc, l'université, c'est quand même beaucoup plus soft, on va dire. Ouais, et en plus, t'aurais pu aussi être un peu... T'as pas eu peur d'être déçu, de revenir autant de temps après comme ça? C'est un peu du qui tout double. Ça a conforté ton coup de cœur pour cette ville et pour la vie à la Californie, à la californienne. Complètement. Après, j'ai aussi pris conscience que c'était pas du tout dans les mêmes conditions, puisque là, ben, mon père lançait sa société, donc entrepreneur, alors qu'à l'époque, il était sous contrat avec une grosse boîte en tant que consultant, donc on n'avait pas du tout le même confort, j'ai envie de dire. Enfin, après, voilà, on n'était pas à la rue, j'étais pas à plaindre, j'étais en Californie, j'avais conscience de la chance que j'avais, mais tu vois, par rapport à d'autres étudiants étrangers que j'ai rencontrés sur le campus, bah moi je partais pas faire les week-ends à Baja California ou voilà, j'ai pas pu tout vivre comme certains l'ont fait, mais je me disais écoute, j'ai déjà assez de chance pardon d'être là et c'était pas le même niveau, mais comme tu dis, ça a conforté mon idée que la Californie c'était ma deuxième maison quoi. Hmm. C'est très cheesy dit comme ça, mais Bah c'est ouais, tellement ça. mais t'as un passif quand même assez important. Tu y as passé du temps, donc c'est normal. Et donc, suite à cette expérience des 6 mois, t'as pas trop déchanté en revenant dans le système universitaire français? T'es resté en France ou t'es reparti? Mais il a fallu revenir. Enfin, fallu. On a toujours le choix, mais c'était quand même assez compliqué de rester. Eh ben, j'arrête pas de me répéter, mais encore une fois, ces histoires de visa. Mais oui, le retour en France a encore une fois été très violent, surtout que là, ben, j'avais 21 ans. Je continuais. Les prochaines étapes, c'était le master. Et là, oui, de me rendre compte que j'avais ma routine, les bouchons sur la rocade bordelaise, il n'y a plus de palmiers, il n'y a plus la plage à 5 minutes à pied. Effectivement, c'était pas la même ambiance. Et puis, il faut être conscient aussi que de par cet échange scolaire, moi, j'avais la chance de payer les frais de l'université de Bordeaux et Hmm, pas les frais de l'université de Californie. Tandis que ça les change. Américains qui faisaient dans le sens inverse, eux, ils se payaient les frais de scolarité américains pour lesquels leurs parents souvent épargnent depuis qu'ils sont enfants. Donc voilà, je savais que oui, bah forcément, pour quelques centaines d'euros à la fac, j'allais pas avoir tout le campus américain. Donc j'essayais quand même de garder un peu une part de, ok, faut être réaliste et c'est comme ça. Hmm. Là, après, tu repars en Chine, c'est ça? Dans le cadre du master de chinois, là, je suis partie à Nankin pour un stage. Et encore une fois, ça a été jusqu'à 48 heures avant le départ, j'étais pas sûre de partir. Donc c'était très compliqué. Et ces 6 mois en Chine dans le cadre de mon master, ça a été une sacrée expérience. On va dire Tu que m'étonnes. c'était pas le rêve américain, hein. C'est Hmm. vraiment une autre culture, même si j'adore la culture asiatique, j'adore le chinois. Je dirais pas que j'ai déchanté sur le côté voyage, mais j'ai pris conscience que d'autres cultures c'est bien, mais parfois certaines cultures sont vraiment à l'opposé et ça peut donner lieu à des situations un petit peu
compliqué et ce qui a été assez challenging, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée en... Donc, je travaillais dans un hôtel 5 étoiles et dans le département marketing. Et en fait, j'étais en colocation dans l'hôtel avec une autre stagiaire. Et en fait, on partageait une chambre pendant 6 mois. Et partager une chambre d'hôtel pendant 6 mois, c'est très compliqué. Et avec une chinoise? Alors, elle était italienne et D'accord. elle parlait un petit peu français, ce qui fait que je pouvais pas me plaindre au téléphone avec mes copines en en français dans la chambre. Et ça a été très compliqué à gérer. J'ai quand même retenu une super expérience parce qu'en plus, j'ai pu beaucoup bouger pendant ce séjour en Chine. J'ai pu aller à Hong Kong. Encore une fois, pour mon visa, j'étais obligée de sortir de la Chine pendant mon séjour. Et Hong Kong, c'était la première fois que je voyageais vraiment solo parce que je suis partie en Chine, mais j'avais une copine qui étudiait dans cette ville aussi, donc on s'est retrouvés là-bas, donc ça c'était quand même assez confort, on va dire. Et j'ai été retrouver une autre copine aussi en Corée du Sud. Ensuite, on a bougé avec des amis dans plusieurs endroits en Chine et je me suis dit, ok, c'est assez challenging au quotidien, mais je peux vivre quand même des expériences assez incroyables et j'avais des super collègues chinois, donc ça c'était vraiment très sympa. C'était quoi un de tes meilleurs souvenirs que tu retiens de ces 6 mois-là en Chine? Hum, Et à contrario, peut-être des expériences dont tu te serais passée? alors, ce qui me vient tout de suite pour l'expérience dont je me serais passée, c'est que j'ai été beaucoup malade en Chine. Ah ouais. C'est même si voilà, je faisais hyper attention, très souvent quand je mangeais à l'extérieur, j'étais très souvent malade. Alors après, il faut pas généraliser, hein. C'est juste, je pense, la ville de Nankin. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de chance sur certains restos, trucs comme ça, mais c'est vrai que quand je suis rentrée enfant, je me suis dit, ok, là c'est bon, je vais pouvoir arrêter d'être malade tous les 3-4 matins. Et puis c'était très pollué aussi, donc je pense que ça a pas aidé. Mais un de mes meilleurs souvenirs, c'était avec mes collègues. Mon maître de stage, en fait, était français. Et un de nos meilleurs amis, on était avec le chef des cuisines. Alors même s'ils étaient beaucoup plus âgés, c'était vraiment mes meilleurs amis à l'époque là-bas, même si c'était mon maître de stage. Et ben, on a fait plusieurs petits voyages autour de la Chine avec bah, la compagne aussi de mon maître de stage. On sortait très régulièrement le soir, boire des coups, on allait se faire masser juste à côté. Enfin, c'était un petit peu mon cocon familial, on va dire aussi là-bas. Et ça me manque beaucoup, ça, j'avoue, cette période-là. Et ouais. Et ces 6 mois, c'est intense. Ça passe vite et en même temps, tu vis énormément de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la fin de tes études là? Tu es reparti encore ou... Bah alors là, je suis rentrée en France et je voulais retourner en Chine. L'idée, c'était que même si Nankin, c'était pas ma ville de cœur, l'idée, c'était que je continue à travailler dans cet hôtel-là. Ça s'est pas fait, c'était trop compliqué d'obtenir le visa. Du coup, j'ai exploré d'autres options en Asie. Ça s'est pas fait. C'était trop compliqué parce que tu vois, je suis rentrée en France et je pensais que après tous les voyages que j'avais faits, les études que j'avais faites où je m'étais quand même pas trop mal débrouillée, je pensais que ça allait être facile de trouver un travail. En fait, ça a été très compliqué. Donc, en plus, à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un et même si je voulais repartir à nouveau à l'étranger, j'avais plus trop envie de repartir. Et au bout d'un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence que même si j'étais avec quelqu'un, j'avais trop envie de repartir. Et un jour, je vois une offre d'emploi pour New York. Dans le marketing, je me dis, non mais il y a des millions de personnes, enfin non, j'exagère, mais des centaines de personnes qui vont candidater. Donc j'envoie ma candidature sans trop d'espoir, et puis ça me travaille, ça me travaille. Je me dis quand même New York, ça serait dingue. Et là, en fait, je décide d'envoyer une candidature vidéo. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Et là, en fait, on m'a appelé direct pour l'entretien. J'ai passé l'entretien et on m'a dit, écoute, on t'a vu que toi et en fait, c'est toi qu'on veut pour le job. Non, mais là, Incroyable. là, je me dis, mais j'ai pas compris en fait à l'époque. Ça a été un peu un coup de massue parce que je venais de traverser une période difficile de chômage. Et là, on me disait, ben voilà, New York, en fait, c'est pour toi. Et c'était pour faire quoi? Donc c'était pour travailler toujours dans le marketing et communication pour une société informatique. Et en fait, c'était dans le cadre d'un VIE, je sais pas si ça te parle, Ouais. volontariat international en entreprise. Et en fait, c'était
Bah, en fait, au début de mes recherches, c'était mon objectif, obtenir un VIE parce que tu as de super bonnes conditions pour être à l'étranger. Tu gardes ta couverture maladie, tu payes pas d'impôts, tu as les vacances françaises. Enfin, c'était le golden ticket, tu vois. Et encore une fois, ben, j'ai pas lâché parce que j'avais vraiment ça en tête et ça a payé. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était pas simple non plus, mais au final, j'ai pu y rester plus longtemps que prévu. Parce que le contrat du VIE, c'était 18 mois. Et au final, j'ai pu faire en tout 3 ans à New York. Waouh. Et c'était... bah, c'est simple, les deux plus belles expériences de ma vie, ça reste mon année à San Diego quand j'avais 13 ans et ces 3 ans à New York, quoi. Mais incroyable. T'étais une vraie New-Yorkaise, working girl. Euh, la vie, comment c'est la vie à New York? Alors raconte-nous cette expérience un peu de fou. Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé? En plus, tu avais des bonnes conditions, comme tu avais dit. Enfin, raconte-nous un peu ces 3 ans-là. Bah, tu vois, quand je t'écoute, j'ai un peu du mal à me dire, mais en fait, je suis en train de parler de ce que j'ai vraiment vécu. Ça- Toi-même, tu réalises pas. Ouais, j'ai encore du mal à le réaliser, je pense, et même jusqu'à mon dernier jour à New York, toutes les semaines, je me disais, oh, mais je vis à New York, mais c'est un truc de dingue. Enfin, tu vois, je l'ai jamais vraiment pris pour acquis, je pense. Et quand je te racontais que plus jeune, j'avais traversé les rues de New York, quand je le vivais moi-même plus tard en tant qu'adulte, enfin jeune adulte, c'était incroyable parce que c'était, ben voilà, je prends le métro avec les New-Yorkais, c'est la fast life où le soir on va boire un verre sur un rooftop. En plus, j'habitais dans le quartier de Times Square, donc t'as conscience que t'es à New York et puis c'est Mm. vraiment un rythme différent de la Californie. C'est tout va vite, time is money, tout coûte très cher à New York. Ça aussi, même si j'avais de très bonnes conditions, je rencontrais des gens qui vivaient vraiment la vie de télé-réalité, on va dire. Hein. Avec les appartements, les penthouses et tout ça, j'étais pas à ce stade-là, mais c'était quand même assez magique de ah, mais désolé, je peux pas passer par cette rue ce matin parce qu'ils sont en train de tourner un film à côté de mon job. Enfin, Mm. c'était complètement what the fuck. Et vraiment, oui, toutes les semaines, je me disais, c'est fou, je suis à New York. Ça, je l'ai vraiment gardé tout au long de mon séjour, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 ans-là de vie, encore une fois, d'expat? Là, de travailler aussi hein, dans cette ville. Ça s'est bien passé aussi, ton expérience pro et... Alors, l'expérience pro, là, on va dire que j'avais encore un petit peu un cocon, puisque c'était pour ben, VIE, c'est dans le cadre d'une société française à l'étranger. Voilà. Donc, je travaillais quasiment qu'avec des Français. Donc, tu vois, j'avais quand même. Je vais à l'étranger, mais j'aime bien avoir Ton mon petit petit. sécurité, Voilà, cocon. le petit filet, le petit cocon, ouais, exactement comme tu dis. Et bah, le travail, ça se passait très bien au début. C'était ma première vraie expérience pro en tant que confirmée, on va dire, dans le marketing. C'est là que j'ai beaucoup appris. Bah, on parle de voyage, j'ai énormément voyagé grâce à ce travail parce que j'étais dans l'événementiel, j'organisais les salons professionnels. Donc j'ai pu beaucoup voyager aux États-Unis. J'ai été aussi pour le côté perso. Ça, j'en profitais dès que je pouvais. J'ai visité la Nouvelle-Orléans, je suis retournée aussi à Sedona, j'ai pu aller à Boston, Chicago, avec des amis, on a été aux Bahamas, ça c'était incroyable. Je suis allée aussi en Martinique, en Guadeloupe, et pour le boulot, toujours, j'ai pu aller en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, enfin, je pense que ce que je retiens de ces 3 ans, c'est oui New York et aussi tous ces voyages que j'ai pu faire Mm. en même temps. Et tu me demandais côté pro, ben, c'est un petit peu ce qui m'a poussé à quitter New York parce que c'était assez compliqué sur la fin, le job dans lequel j'étais. J'ai essayé de rester à New York, mais trop compliqué avec les visas. Et puis en Mm. plus, c'était la période Trump, donc c'était très compliqué pour renouveler tout ça. Et ben, c'est ce qui m'a poussé à partir, retourner en Asie. Ah, tu n'es pas rentrée en France. Je suis rentrée 4 jours. D'accord. Avec l'idée déjà de repartir, tu avais déjà prévu ton coup. Ouais, ce coup-ci, j'avais prévu la transition. En fait, je me suis dit, bon, c'est pas possible de rester aux États-Unis. Je me vois absolument pas rentrer en France. Où est-ce que j'étais bien?
en Asie, bah ok, on va découvrir un autre pays en Asie. Et je suis retournée dans l'hôtellerie de luxe. Et là, je suis partie au Cambodge. Là, c'était Ah, complètement nouveau. t'as été où à Phnom Penh? Ouais, j'étais à Phnom Penh et ça a duré que 3 mois parce D'accord. que on m'avait vendu beaucoup de choses pour le travail, pour le quotidien et sur le plan pro, ça ne fonctionnait pas du tout. C'était pas du tout ce qu'on m'avait promis. J'ai essayé parce que je me suis dit, bah, je viens de quitter ma vie à New York pour ça, donc on va essayer quand même de faire en sorte que ça marche. Mais pour le quotidien, c'était une catastrophe aussi. Enfin, catastrophe. Si, quand même. Pour la nourriture de tous les jours, c'était de l'hôtel, en fait, parce que j'étais logée en tant qu'employée expatriée. C'était très compliqué. Mon logement, c'était envahi de cafards, de geckos. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, mais c'était compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'adore voyager, j'adore les différentes cultures, mais là, en fait, ça c'était pas la culture cambodgienne, c'était en fait Hmm. la structure dans laquelle je travaillais. Et je pense que en toute franchise, je pense que j'ai pété les plombs en fait à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai peut-être fait trop vite cette transition. J'ai peut-être pas assez mûrement réfléchi ce gros changement. Et voilà, et du coup, j'ai quitté le Cambodge parce que je me suis dit, ça va vraiment pas le faire en fait. Ouais. Et t'avais quel âge là à ce moment-là? C'était en 2019. Donc D'accord. j'avais quel âge en 2000. J'avais 28. D'accord. Ok. Ouais, après 3 ans aussi dans une ville folle comme New York, effectivement, le Cambodge, c'est encore autre chose. Bon, t'as pas eu de chance sur cette expérience professionnelle. Du coup, tu as décidé de rentrer en France. Et du coup, non, je suis pas rentrée en France. J'ai essayé de voir si je pouvais aller travailler en Thaïlande. Je le sentais pas. Mon cousin travaillait à Hong Kong. J'ai essayé d'aller là-bas. C'était très compliqué à l'époque côté géopolitique. Donc, je suis rentrée en France. Et à ce moment-là, je me disais, bah, je vais essayer de repartir en Chine ou le Canada. Et puis, le Covid est arrivé. Et je pense que c'est ce moment-là que j'ai compris que il était temps que je me pose un peu en France, que j'arrête de partir dans tous les sens et que je me pose vraiment les bonnes questions et que je souffle un peu un coup parce qu'au final, c'est pas que j'avais voyagé toute ma vie, mais j'avais Ouais. enchaîné beaucoup de voyages et ça partait un peu trop dans tous les sens là. Oui, peut-être savoir un peu, il y a un moment où te poser, prendre un peu de recul aussi, parce que quand tu es comme ça à l'étranger, tu vis des choses tellement folles, tu es tout le temps en fait à vouloir, voilà, vivre des choses intenses, et là, le fait de prendre peut-être un peu de recul, ça t'a permis de comprendre quoi, et t'as eu envie d'aller vers quoi, du coup, finalement, après? Alors, comme je te disais, je pense que j'ai compris, il fallait que je prenne du temps pour moi, pour vraiment ressentir bah, comment je me sens, où est-ce que j'ai envie d'aller, faire vraiment un peu le... C'était un peu une crise de la trentaine presque, j'ai envie de Hmm. dire. Faire le point et justement, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça serait peut-être pas mal que j'aille voir une thérapeute parce que ça a été une grosse claque en fait, ce retour en France encore plus que les autres fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé une thérapie en fait, tout simplement. Et ça m'a vraiment ouvert une porte sur plein de choses parce que bah, en plus c'était la période de Covid où tout le Covid, monde ouais. commençait à se poser un peu plus de questions sur j'ai l'impression quand même que le bien-être a été pas mal mis en avant à ce moment-là et c'est là que je me suis dit ok, je vais vraiment prendre soin de moi, de ma santé mentale et physique. Et justement, ça me fait une transition toute trouvée, puisque dans ton podcast, effectivement, tu parles de voyage et on comprend pourquoi, à quel point ce sujet te passionne, mais ça parle aussi de bien-être. Pourquoi tu as eu envie d'allier justement ces deux pans-là, et le bien-être, il est rentré à ce moment-là, voilà, dans ta vie, et tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé et par quoi tu as découvert le bien-être? Alors, on va dire qu'il avait commencé à faire un peu son entrée à New York, où j'ai commencé le yoga à ce moment-là. Et je commençais à avoir un petit peu écho de, tu sais, toutes ces nouvelles pratiques, ces nouvelles tendances, le yoga, pilates et tout ça. En plus, j'avais une coloc prof de pilates, sa meilleure amie était prof de yoga. Donc, tu vois, ça commençait à arriver progressivement dans ma vie. Et donc, c'était quoi, il y a 8 ans que ça a commencé. Et petit à petit, ça faisait son lit. Hmm. Et vraiment avec ce retour en France, tu vois,
de commencer à avoir une thérapeute, de vraiment apprendre à me poser, parce que j'ai tendance quand même à aller à 2000 à l'heure, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Donc je me disais, bah, tiens, le yoga, j'en fais depuis un moment, je vais creuser là-dessus. Donc j'ai intensifié ma pratique du yoga, j'ai commencé à me former aussi dans le yoga, dans tout ce qui est soins de guérison, les massages. Enfin là, j'ai enchaîné beaucoup de formations et je me suis découvert vraiment une passion pour tout ce qui aidait en fait à aller mieux, ce qui aidait les gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. Et en fait, j'ai l'impression d'être, c'est un peu cliché dit comme ça, mais d'être tombée dans la marmite, principalement avec le yoga au début, ouais. Et tu trouvais du coup le temps de faire tout ça, euh, à te former. Tu t'es carrément formé un petit peu à ces différentes pratiques-là. Dans quel but derrière? Bah, en fait, le temps, je le prenais sur mon temps libre, parce que quand je suis rentrée en France, donc il y a eu le Covid et j'ai trouvé un job à Bordeaux à ce moment-là en télétravail. Et en fait, dès que j'avais des vacances, c'était pour des formations. C'était D'accord. principalement ça, parce que de toute façon, on pouvait plus voyager. Hmm. Donc il a fallu que je trouve, tu vois, quelque chose pour presque remplacer un peu ce qui me nourrissait dans les voyages. Et je l'ai trouvé dans le bien-être. Et plus j'avançais, plus je découvrais de nouvelles choses et je me disais mais ça c'est génial, ça peut aider les gens. Et par rapport à ta question, pourquoi je me formais, je pense que d'abord c'était par curiosité en fait de me dire ben ça c'est génial, ça peut m'aider. J'avais envie de pouvoir mieux en parler à mon entourage aussi pour leur expliquer, pour pourquoi pas leur donner des cours, mais tu vois, c'était vraiment pour moi, pour mieux comprendre et pour le partager dans mon cercle proche. Et qu'est-ce que toutes ces pratiques-là t'apportaient à toi au quotidien? Mais j'ai appris à mieux me connaître. Hmm. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu très cheesy tout ce que je Mais raconte, non, non, mais mais c'est vraiment ça, de comprendre bah, pourquoi je réagissais comme ça dans telle situation, qu'est-ce qui fait que j'étais plus dans ce mindset-là que d'autres personnes. Enfin, vraiment comprendre mes réactions, comprendre d'où je viens, tout ça, tout ça. Et je voyais bien que quand je m'accordais du temps et quand j'accordais du temps à ces pratiques-là, je me sentais beaucoup mieux en fait. Donc, Mhm. parce que j'ai tendance à être quand même très stressée de nature. Et bah, en fait, tu verras que dans les formations de yoga, c'est les gens les plus stressés de la life, hein. Faut être réaliste. Et vraiment, ça m'a apporté cet apaisement-là. Et j'arrivais à trouver aussi une richesse, un petit peu comme dans les voyages, parce que dans le bien-être, en fait, tu as tellement de choses, tu as tellement de disciplines, et plus les années avancent, plus on découvre de choses, et j'ai l'impression que c'est tout un monde à découvrir aussi, en fait. Et avant de parler vraiment du podcast, moi, pourquoi tu as eu envie d'allier justement dans ce podcast le bien-être et le voyage? Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est deux choses qui me passionnent, tout simplement. Enfin, au début, c'est vraiment d'un point de vue purement égoïste à me dire, moi, ce qui me passionne, ce sont les voyages et tout ce qui touche au bien-être. Et en fait, plus je creusais, plus je me disais, mais les deux se rapprochent énormément, puisque bah, dans le voyage, on va trouver un certain bien-être, il y a une certaine quête d'apprendre à se connaître, et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah mais en fait, c'est un voyage intérieur en fait qu'on fait avec le bien-être, d'apprendre à mieux se connaître, Mm. à qu'est-ce qui fait que je me sens mieux dans ma peau, qu'est-ce qui fait du bien à mon corps, à mon esprit. Et je me suis dit, mais en fait, dans le voyage, c'est peut-être un voyage extérieur, mais quand on va à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'autres cultures, on est confronté aussi à ce qui vient de nous, nous activer ou pas, ce qui nous plaît ou pas, ce qui nous enrichit. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est prendre soin de... Bah, tu vois, j'allais sortir le slogan du podcast, mais c'est effectivement prendre soin de soi et du monde qui nous entoure aussi. Enfin, voilà, je trouve que les deux se mêlaient. Je me suis dit, bah, go for it. Bien sûr. Et en plus, en allant, en voyageant aussi, tu peux découvrir dans d'autres cultures leurs propres sources de bien-être. Tu as été en Chine, tu as été, voilà, enfin, dans des cultures aussi comme ça, peut-être aussi, tu as peut-être été empreint par certaines choses que tu as vues ou entendues, puisque ça fait partie de notre médecine aussi traditionnelle. Enfin, voilà, c'est d'autres regards aussi sur le bien-être. Mm. Complètement, tout se recoupe. En fait, tout prenait sens petit à petit, plus je creusais, quoi. Et justement, alors, le podcast, d'où t'est venue l'idée de te lancer dans ce nouveau projet
entre le boulot, toutes ces formations, etc. Le podcast, il est venu à quel moment? Le podcast, je pense, c'était il y a à peu près 4 ans. Ça commençait à arriver, enfin en France, ça arrive un peu plus tard qu'aux États-Unis. Mais j'adorais ça, tout simplement, les podcasts. Je me disais, mais c'est génial, mais je comprends pas pourquoi ça explose pas plus. Et encore une fois, au début, ça part d'une démarche assez égoïste, on va dire, parce que je me disais, mais moi j'adore les podcasts sur le voyage, j'adore les podcasts sur le bien-être, mais à chaque fois il faut choisir en fait, je peux pas avoir les deux, et à un moment je me suis dit, bon bah on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais créer en fait ce que j'ai pas trouvé, et si ça plaît à d'autres gens, tant mieux, et on verra bien ce que ça donne, et en fait le projet, j'ai commencé à le mûrir en 2022, et j'étais vraiment à fond dessus, à réfléchir au nom et tout ça. Et j'ai rencontré quelqu'un. Et malheureusement, je me suis dit, bon, bah, je mets ça en pause, on verra plus tard. Tu sais, quand t'es pris au début, voilà. Et quand cette histoire s'est terminée, je me suis dit, ok, je me recentre sur moi, qu'est-ce qui m'anime? Et je me suis dit, bah, ce projet, ça m'anime, j'ai envie de le reprendre. Et là, j'ai envie de vraiment le lancer et le concrétiser, quoi. Et justement, en parlant de nom, Good Visa, comment tu l'as eu, cette idée de nom? Est-ce que ça a été facile pour toi de le trouver ou... Bah alors, je pense que tu peux comprendre que trouver un nom pour un podcast, c'est pas évident. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, je pense, avant de me lancer, parce que tu vois, quand j'avais eu cette idée il y a 2 ans, je bloquais sur certains noms, mais je sentais que c'était pas ça. Et en fait, donc l'année dernière, quand je me suis vraiment remise à fond sur le projet, je me suis dit j'ai envie d'avoir un nom qui combine à la fois cet aspect voyage et cet aspect bien-être. Et bah, je me suis dit bah, good pour l'aspect feel good, le côté bien-être, un petit peu voilà tout ce qui est lifestyle, les sports où on se sent bien. Et après bah, visa. De par ton histoire, on comprend que... Si vous avez écouté jusqu'au bout, vous comprenez que les visas, ça a quand même beaucoup rythmé ma vie et je me suis dit, bah oui, en visa, on pense voyage aussi et c'était vraiment pour le clin d'œil que, oui, ça a été compliqué les visas dans ma vie, mais c'est ce qui m'a permis d'accéder à ces expériences, donc voilà. D'accord. Et donc là, tu avais le nom, tu avais l'idée, tu avais tout, déjà de bonnes bases pour avancer sur ce projet-là. Et maintenant, est-ce que tu t'y connaissais déjà avant de te lancer en termes de matériel, de prise de son, de tout ce que c'est après un montage, etc. Mais alors, pas du tout. Et en fait, je pense que si quelqu'un m'avait dit, attention, tu sais, un podcast, ça implique ça, 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 j'y serais peut-être allée plus tranquillement parce que j'ai un peu foncé tête baissée et plus j'avançais, plus je me rendais compte, pardon, de l'ampleur du projet. Et ben, il a fallu que j'apprenne pour tout ce qui est matériel, les micros. Je me rappelle d'ailleurs, je t'avais posé des questions sur les micros au tout début. Et pareil, enfin, je suis pas du tout ingénieur son à apprendre, même si j'aime bien l'informatique, j'y connaissais rien. Donc j'ai passé des heures à éplucher des articles, des tutos, à écouter bah, des podcasts sur les lancements de podcasts et ça a pris beaucoup de temps ouais, pour me former et je continue à apprendre au fur et à mesure parce que c'est vraiment une sacrée discipline, on va dire. C'est sûr, ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que là, en ce moment, t'en es où dans ta vie pro? Quelle place le podcast aussi occupe dans ta vie? Voilà, dis-nous un petit peu plus par rapport à ça. Comment tu gères un peu ton temps? Ouais, mais donc là, le podcast va avoir 1 an et je t'avoue que j'ai quand même réfléchi à me dire est-ce que je me lance dans une seconde saison ou pas? Parce que comme tu le dis, c'est très prenant. Toute la première année, je faisais le podcast en même temps que mon travail de salarié. Et c'est-à-dire que tous les week-ends, c'était podcast, podcast. Le soir, des fois, je disais non à certains amis parce que bah, il fallait préparer le montage de l'épisode du lendemain. Donc c'était très prenant. Et en fait, cet été, j'ai été licenciée pour motif économique. Et en fait, ça s'avère être une bénédiction parce que je pense que j'arrivais au bout de mon parcours en termes de marketing événementiel. J'ai vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau et donc là je me suis lancée dans un bilan de compétences pour vraiment essayer d'explorer qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que voilà 8 ans de marketing, je me vois pas continuer là-dedans, mais je ne sais pas dans quoi donc c'est encore une fois tout un voyage, tu vois, Ouais. un voyage intérieur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'anime vraiment, vers quoi j'ai envie d'évoluer. Donc
j'ai toujours envie de continuer le podcast parce que même si c'est très prenant, même si c'est pas facile, ça me passionne. J'adore le faire. Enfin voilà, t'es la mieux placée pour comprendre. Et je vais voir ce que la suite me réserve. C'est vraiment un certain flou, mais je sais que voilà, j'ai envie de garder le podcast dans cette aventure. Et qu'est-ce que tu préfères le plus justement dans toutes les étapes que constitue le podcast, que ce soit sur l'interview, la préparation, contacter les gens, le montage, il y en a des étapes. Qu'est-ce qui t'anime le plus, toi, dans tout ce process finalement? Je pense que très basiquement, j'ai envie de te dire, c'est le moment de l'interview où en fait je me dis, waouh, tout ce travail de préparation, parce que ça, les gens ont peut-être pas conscience bah, comme tu le dis, il y a le démarchage des invités, essayer de les trouver, de les convaincre que ça vaut le coup de passer sur notre podcast. Et puis après, vu que j'ai ce double aspect dans les interviews, il faut que je prépare le côté voyage, donc maîtriser vraiment le voyage dont on va parler, le pays, pardon et la partie bien-être, que ça soit un sport, la passion de l'invité, ce qui lui procure sa source de bien-être. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la double dose de travail de préparation, les questions, tout ça. Et puis quand je parle à l'invité, je me dis, ok, c'est la concrétisation de bah, cette personne que j'attendais tant de recevoir. Et après, ce qui me plaît le plus, je pense, c'est, même si c'est très compliqué la veille d'un épisode, c'est, tu sais, ce moment où tu fais, hop, tu cliques planification et tu te dis, ça y est, je l'ai fait. Et après, quand j'ai les retours de mes proches ou même de personnes sur les réseaux, tu te dis, bon, ça valait vraiment le coup, quoi. Hmm. Et dans le podcast, sur toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à titre un peu plus personnel, ce podcast-là, par rapport aussi là où tu en es dans ta vie et dans cette phase de transition que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que ça t'apporte un petit peu au quotidien? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que je continue à constamment apprendre de nouvelles choses. Et tu vois, dans le cadre de ce bilan de compétences, j'ai commencé à pointer du doigt que constamment apprendre, c'est fondamental pour moi. J'ai besoin d'être, je sais pas si on pourrait dire stimulé intellectuellement, mais tu vois, avoir constamment de nouvelles choses à apprendre, que ça soit bah, sur des pays, enfin, j'interviewe des gens dans des pays que je connaissais pas du tout et ça me donne encore plus envie de les découvrir. Je découvre des nouvelles cultures parce que bah, notre monde, enfin, ça fait très parole d'enfant, mais notre monde est tellement grand, il y a tellement de cultures encore à découvrir que je trouve ça fantastique. Et puis sur l'aspect bien-être, mais alors là, Tu vas vouloir te former à tout après, Camille. exactement. Et c'est ce que m'ont dit mes copines quand je leur dis, ah oui, je vais interviewer telle personne à tel sujet. Mes copines, elles se disent, oh là là, elle va vouloir se former là-dedans. Et voilà, je découvre bah, de nouvelles pratiques, de nouvelles sources de bien-être qui pourraient m'intéresser. Et vraiment, ce côté transmission, ça m'apporte beaucoup de me dire, ben, je vais peut-être donner des clés à certaines personnes pour qu'elles aillent mieux aussi, en plus du fait qu'elles apprennent de nouvelles choses. Par exemple, j'ai des copines qui ont lu le livre d'une de mes invitées, ça leur a donné envie de partir ailleurs. Il y a des amis qui ont écouté un podcast sur la plongée, ils se sont dit, bah, je vais peut-être essayer la plongée maintenant que j'ai écouté l'épisode. Et ça, je me dis, bon, ben, j'ai pu transmettre quelque chose et donner envie aux gens qui prennent un peu plus soin d'eux, quoi. Donc là, en parlant d'invités, justement, tu as eu une vingtaine d'invités sur la première saison. Qu'est-ce que tu en retiens? Peut-être une source de bien-être qui t'a particulièrement marqué et un voyage qui t'a particulièrement inspiré ou donné envie de réaliser? Oh, alors ça, c'est super dur. C'est vrai que je me rends compte que je pose souvent la question aux gens, c'est quoi ton meilleur souvenir, ton pays préféré? Et je me rends compte que c'est très compliqué en fait ce genre Hmm. de réponse. C'est très compliqué parce que j'avais déjà pas mal d'envie de voyage et plus le podcast avance, plus je me rajoute des pays sur la liste et comme je te le disais pour les nouvelles activités liées au bien-être, que ça soit des sports ou... Enfin voilà, ça me donne beaucoup d'envie. Là, sans réfléchir, j'aime bien faire ça des fois de... Ok, je Ouais. cherche même pas à réfléchir, mais le premier qui m'est venu en tête, c'est Sébastien Destremo, le skipper français que j'ai interviewé. C'est pas, ça répond pas vraiment à ta question, mais en tout cas, c'est un des échanges qui m'a le plus marqué, parce que je trouve qu'il a réussi à véhiculer des super messages sur
la notion du temps, par rapport à son histoire familiale aussi. Et à la fin de l'épisode, en fait, j'avais l'impression d'avoir écouté moi-même un épisode marquant. Tu sais, des fois, tu écoutes des épisodes de podcast et ça te fait vraiment réfléchir, ça te fait travailler sur plein de choses. Et vraiment, mon échange avec lui m'a pas mal bouleversée. D'ailleurs, je le salue au passage, on sait jamais. Mais sinon, pour revenir sur la question des pays, là aussi, sans trop faire le tour, ce qui me vient tout de suite, c'est Hawaï. Je connaissais très peu, à part, tu vois, les clichés cartes postales. Ça m'a vraiment donné envie, et encore plus, là, je peux pas dire quel pays, mais c'est un pays qui va sortir juste après cet épisode-là. Ça a été une révélation là aussi pour ce pays, donc petit suspense. Et pour le côté bien-être, là, j'ai vraiment du mal à répondre parce que chaque aspect bien-être que j'aborde avec les invités, même tu vois parfois des notions où par exemple, je pense à Martin où on a parlé de résilience ensemble, où c'est très lié à son histoire et c'est peut-être pas euh, axé dans le bien-être, mais c'est vraiment une notion qui m'a fait beaucoup réfléchir. Où je pense même avec l'épisode de Nathalie, on parlait de la Chine, mais aussi de la découverte de soi qu'elle a eue à travers l'écriture de son livre, de ses voyages. En fait, ouais, trop compliqué. J'avoue, Joker, là, pour la question. De toute façon, à chaque interview, tu apprends des choses. De toute façon, tu es un esprit curieux, donc finalement, beaucoup de choses t'intéressent et il y a toujours quelque chose à tirer, effectivement, que ce soit pour soi ou pour d'autres personnes, effectivement, pour s'inspirer. Et est-ce que tu as des invités que tu aimerais recevoir un petit peu des goals Alors, il y en a un, d'ailleurs, tu parles de recevoir un invité. Moi, je pensais à Caroline Receveur. Ah, Donc, ça parlera peut-être pas à tout le ambitieuse. monde. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et certains se diront, ouais, mais c'est juste une influenceuse. Non, je la suis depuis des années. Et moi, j'aime beaucoup ce côté businesswoman qu'elle a mis en avant pendant plusieurs années. Et en fait, c'est une femme qui a été touchée par un cancer du sein l'année dernière. Et elle vit à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et j'aimerais beaucoup la recevoir, voilà, pour parler des Émirats parce que ça fait plusieurs années qu'elle vit, qu'elle côtoie, pardon, cette culture, et elle s'intéresse à tellement d'aspects du bien-être. Elle a ses cartes d'oracle, elle est très axée lithothérapie, très axée massage, enfin voilà, et sinon le grand rêve c'est Frédéric Lopez. Enfin ça c'est le le must par rapport à Rendez-vous en terre inconnue. Et pour l'aspect bien-être, j'aimerais beaucoup recevoir Christophe André pour parler méditation avec lui, pour parler pleine conscience, tout ça. Mais c'est pas que j'ai des alternatives, mais j'ai des pistes pour ces milieux-là. Donc Hmm. je vais continuer à les creuser. Et tu vois, c'est un challenge que j'aime beaucoup, cette recherche d'invités, parce que il y a certains invités que j'ai reçus sur le podcast, je pensais jamais qu'ils accepteraient. Et au final, ça s'est fait. Et donc je me dis, il faut continuer à rêver grand. C'est peut-être le côté un peu américain, tu vois. On parlait Ben de, ouais, qui ressort, ouais, qui ressort, mais je me dis, why not? bien C'est, sûr. on Et verra. justement, ce projet de podcast, où est-ce que tu as envie de l'emmener? Jusqu'où tu as envie d'aller? Et comment tu envisages la suite? On va rêver grand, hein. J'aimerais bien que ça soit dans les top 10, tu vois, des podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify. Parce une grande fierté, ça a été quand un de mes épisodes a été mis en avant sur Apple Podcast en tant qu'épisode coup de cœur, avec l'épisode sur la Nouvelle-Calédonie, pardon. Et donc voilà, espérer que le podcast fasse partie des tops. Et parce que je me dis, en fait, c'est pas tant pour se dire ça va être pour la gloire ou quoi que ce soit, mais plus pour me dire, oh, bah, ça voudra dire que j'ai pu toucher beaucoup de personnes, que plein de personnes vont apprendre des nouvelles choses sur un nouveau pays, une nouvelle culture, et que plein de personnes vont se dire, tiens, peut-être que cette activité-là, ça pourrait me faire du bien, peut-être que si je pensais à ça pour mon bien-être, ça serait pas mal. Et ça serait vraiment ça l'objectif. Et bah, soyons réalistes, le monétiser aussi, Bien le sûr. podcast, ça serait très chouette parce que bah, tout ça, je le fais.
gratuitement, enfin de façon bénévole. C'est moi qui paye moi-même tout mon matériel, tous les abonnements que ça nécessite. Donc si au moins je pouvais être rentable sur cet aspect-là, ça pourrait être quand même un peu gratifiant, parce que même si je suis ravie de faire tout ce travail-là, c'est vrai que des fois tu te dis, bon, ça pourrait faire Ça plaisir. peut être un peu décourageant, effectivement, Ouais, avec tout l'investissement des fois que ça demande, c'est vrai. D'où le fait de se soutenir entre podcasteuses et de s'aider sur certains moments un peu plus difficiles où on perd un peu de motivation. Donc, en tout cas, sachez que c'est important. Soutenez Camille, ah t'es mignonne. envoyez-lui des messages quand vous avez lu des épisodes. Voilà, c'est vrai que vos retours un peu, c'est de toute façon ce qui nourrit. Ce qui nous nourrit en tant que podcasteurs, c'est de savoir qu'il y a des gens qui écoutent et que ça a peut-être touché voilà, certains auditeurs par rapport au sujet abordé, que ça a déclenché certains comportements aussi derrière pour essayer une pratique ou se lancer dans un voyage. C'est ça aussi, c'est l'inspiration que ça peut avoir qui est un petit peu notre source, nous, de bien-être et de motivation dans cette activité. Complètement, en fait, c'est ça le mot que je cherchais, inspirer les gens. Que ça soit pour un nouveau voyage, pour une nouvelle culture ou pour une nouvelle source de bien-être complètement. Et merci pour ce soutien. Et pareil, je mettrai aussi bien évidemment le lien pour ton podcast à toi. Allez soutenir Marine qui voilà, a pris le temps de m'interviewer aussi pour se prêter à cet exercice. Encore merci à toi, c'est passé super vite. C'est clair. C'est incroyable, c'est vrai que quand j'interviewe les invités, ça passe très vite, mais c'était un peu déstabilisant, je te cache pas, de passer de l'autre côté Et oui. du micro. Des fois, je parlais, je me disais, mais c'est pas intéressant, on s'en fiche. Donc, je comprends, des fois, les invités me disent, mais oh, c'était pas évident. Donc, ouais, c'est une bonne leçon de passer de l'autre côté du micro. C'est intéressant. C'est un bel exercice. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes histoires, mais peut-être que les gens comprendront un petit peu plus pourquoi ce podcast, pourquoi les voyages sont aussi importants pour moi, parce que ça faisait partie de ma vie, de mon parcours, et pourquoi le bien-être aussi est si important. Et voilà, ça m'a donné des idées. Je me dis peut-être plus creuser sur certains sujets pour la suite. Mais voilà, encore une fois, merci Marine. Ben, merci Camille. Bonne continuation pour Wanderlust. Et puis je sais que nos chemins vont continuer à se croiser, en tout cas je l'espère. Avec plaisir et longue vie à Good Visa et joyeux anniversaire pour les 1 an de ton Merci, podcast. merci à toi. Ciao. Ciao. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt. Psst, vous êtes encore là ? Je me demande s'il y a des gens qui écoutent vraiment les épisodes jusqu'au bout. J'avais une dernière petite chose à vous dire et je sais, c'est bizarre, il n'y a plus de musique, mais c'est pas grave. C'était pour vous avertir que l'épisode qui va sortir dans 2 semaines va être incroyable. C'est pour vraiment bien lancer la 2e saison de Good Visa avec une invitée que j'attendais de recevoir depuis des mois. On va aller sur un continent qu'on n'a pas encore trop exploré et j'ai vraiment hâte que vous découvriez son parcours parce que c'est tout simplement dingue. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et promis, j'arrête de parler, je dis plus rien. À bientôt.